Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 1er février 2018 et diffusée dimanche 4 février 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, car elle a été préenregistrée. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Philippe Delorme, je suis heureux de vous retrouver à ce libre journal de Lumière de l'Espérance, le deuxième de l'année 2018. C'est déjà une habitude pour nous, agréable je l'espère, de nous retrouver ainsi un dimanche toutes les 4 semaines pour ces flâneries dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des âmes au fil des siècles. Comme mes émissions sont préenregistrées, je vous invite à m'écrire ici à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou par Internet. Vous pouvez me joindre via mon site personnel dont l'adresse est très simple, www.philippedelorme.com. Je répète, www.philippedelorme.com. Qui ont fêté leur demi-siècle auront reconnu la voix de Tino Rossi, le fameux ténor corse, né à Ajaccio en 1907. Pourtant, ce n'est pas lui le sujet de notre émission d'aujourd'hui.
Réveille-toi, ville sacrée, entends l'orgueil et ton amour, la sainte famille est rentrée, les exilés sont de retour. Ce que l'on ignore sans doute, c'est que ce chant à la gloire de la famille Bonaparte a été créé en 1848, au moment de l'abrogation de la loi d'exil qui frappait les membres donc de la dynastie impériale. Le prince Jérôme Napoléon, fils du roi Jérôme, celui que l'on surnommera Plomplon, sera le premier à revenir à Ajaccio, accueilli par les autorités civiles et militaires et porté en triomphe jusqu'à la maison familiale. Il déclare dans son discours « Vive l'empereur, vive la République ». Je pense que vous êtes nombreux à savoir que mon cœur penche plutôt du côté de nos rois capétiens que de celui de l'épopée impériale. Cependant, toutes les pages de l'histoire de France méritent, à mon sens, d'être feuilletées, qu'elles soient sombres ou glorieuses. Et la famille Bonaparte a donné à notre pays deux figures qui ont dominé le 19e siècle de leur haute stature, Napoléon Ier et son neveu Napoléon III. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'ai beaucoup plus de respect et d'admiration pour le neveu, que Victor Hugo appelait d'ailleurs assez stupidement Napoléon le Petit, que pour l'oncle. C'est en effet à Napoléon III que nous devons l'essor de la France et surtout le visage de Paris tel que nous le connaissons encore aujourd'hui et tel que des millions de touristes viennent l'admirer chaque année. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tard, avec nos deux invités qui représentent, je dirais, la fine fleur de l'historiographie impériale contemporaine. Le premier est David Chantrane, à 43 ans, il a déjà un CV bien rempli puisqu'il est ancien élève de Jean Tullard à la Sorbonne et qu'il mène de front une carrière de journaliste et d'historien. Il dirige entre autres les magazines Napoléon Ier et Napoléon III, édités par le groupe de presse Hommel. Il est aussi rédacteur en chef de la Revue du Souvenir napoléonien depuis 2008. Conseiller historique dans de nombreuses reconstitutions, en particulier sur la route Napoléon, on l'entend souvent dans des émissions de radio ou de télévision. L'été dernier, il a été l'un des maîtres d'œuvre du Jubilé impérial à Rueil-Malmaison. Il est l'auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages généralement autour de Napoléon Ier, le plus récent sur le sujet étant L'Insulaire, les 9 vies de Napoléon aux éditions du Cerf. Sa dernière casquette, je dirais, est celle de conservateur de musée puisqu'il vient d'orchestrer la réouverture du musée de Brienne, l'école militaire où le jeune Napoléon a fait ses classes de 1779 à 1784 et nous en reparlerons un peu plus tard aussi. Alors mon second invité est Pierre Brandat, lui aussi est un fidèle grognard du petit caporal. Il est né à Nice en 1966, il a publié plus d'une dizaine de titres sur la période napoléonienne, en particulier les aspects financiers du consulat et de l'Empire, qui sont généralement un peu méconnus ou passés sous silence. Il est responsable du patrimoine et des finances de la Fondation Napoléon depuis 2009. On lui doit entre autres une biographie de Joséphine chez Perrin. C'est encore aux éditions Perrin qu'il vient de faire paraître il y a quelques semaines la saga des Bonaparte du XVIIIe siècle à nos jours. Donc au-delà dans ce livre, au-delà et autour de Napoléon Ier et de Napoléon III, il brosse les portraits de 17 princes ou princesses, mais aussi de simples citoyens, puisqu'on va y retrouver un Américain fondateur du FBI dans la descendance d'un des frères de Napoléon. Alors voilà, on a du pain sur la planche, je dirais, parce que le sujet est quand même très vaste, la famille Bonaparte. On peut peut-être commencer par les origines de la famille. Peut-être David Chantrane va nous parler des origines de cette famille. On a beaucoup brodé à l'époque de Napoléon. On a même dit qu'il descendait du masque de fer. Enfin, ça, c'est une blague. Mais bon, c'est une famille italienne. Alors, on c'est parle une famille, Florence, oui. de Sarzane. Voilà, on parle de Florence de Sarzane. C'est une famille effectivement italienne. Il faut d'ailleurs parler déjà du nom lui-même, Bonaparte. Les origines sont tout à fait. Pierre va nous en parler sans doute, mais les origines sont tout à fait obscures. Bonaparte, est-ce qu'ils avaient choisi le bon parti, vous savez, dans la fameuse lutte des Guelfes et des Gibelins? Oui. Est-ce que c'était Bonaparte en deux mots? Et dans ces cas-là, il y avait aussi une autre idée derrière cela. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement, les Bonaparte et la Corse, c'est une histoire, au moment de la naissance de Napoléon, finalement assez récente. Quand je dis assez récente, c'est-à-dire qu'il faut s'affirmer, il faut montrer que l'on doit plus être ajaccien, que l'on doit être plus corse, finalement, que les Corses eux-mêmes. Parce qu'ils sont installés là depuis un siècle à peu près. Non, un peu plus, mais tout de même, ça veut dire quand même que par rapport à de grandes familles, et on va voir des luttes importantes entre Napoléon et ses cousins, en particulier, parce qu'on est quand même cousins dans cette ville de 3000 habitants, à peu près 3500 habitants, qui est Ajaccio, à cette milieu du XVIIIe siècle, eh bien, il faut s'affirmer, et en particulier, donc, vis-à-vis des familles environnantes,
et surtout celle que vous connaissez tous, Pozzo di Borgo. Donc la lutte, sa grande ennemie. La grande lutte, en fait, elle naît justement dans ces conditions. C'est-à-dire que la famille la plus récente va être reconnue noble plus tôt que les Pozzo. Par la France, parce qu'il faut rappeler que la Corse devient française, un an ou deux avant la naissance de Napoléon. Un an avant Napoléon, en 1768. Napoléon naîtra le 15 août 1769. Et donc le père de Napoléon, Charles, va faire reconnaître en 1771 les quartiers de noblesse de la famille. Ce qui va servir ensuite à Napoléon, on parlait tout à l'heure de Brienne, ce qui va servir donc à Napoléon et à son frère aîné Joseph, qui lui est né alors que l'île était encore non pas française mais génoise, eh bien ça va servir aux deux enfants aînés, donc les deux garçons, à faire des études sur le continent parce que les quartiers de noblesse ont été reconnus. Et donc c'est une lutte aussi d'influence et on montre finalement que la jalousie va insuffler et va diriger les différentes relations dans ces familles et en particulier Bonaparte, qui vont être considérés comme d'une certaine manière un petit peu les traîtres qui ont choisi le camp des Français vis-à-vis du camp des insulaires et des Corses. Alors Pierre Brandat, ils sont en Corse depuis quand? Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'on parle d'aristocrates, mais est-ce que c'était vraiment des aristocrates à l'origine? Enfin, d'où viennent-ils? Non, pas proprement dit. Ils sont là depuis la fin du XVe siècle, donc ils ont passé quand même. Ils sont presque là à la naissance de la cité d'Ajaccio, et ils vont rester. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les Bonaparte. Ils venaient donc de Sarzane, qui est en Ligurie, d'Italie, et en fait, aucun Bonaparte ne repartira en Italie. Bon, la famille va prospérer dans les murs étroits de la cité parce que c'est une cité génoise, et à l'époque, dans ces cités, les habitants de ces cités ne peuvent pas vraiment sortir de ce périmètre. Puisqu'il y a toujours, par rapport aux natifs, aux Corses, on va dire, pour simplifier, de l'intérieur des montagnes, toujours une opposition entre les Corses génois et les Corses des montagnes. Et eux sont des Corses génois et finalement restent un peu claquemurés dans les murailles de leur cité pendant plusieurs siècles. Alors ce sont des notables plus que de véritables... ils n'appartiennent pas à la noblesse. Et c'est effectivement Charles Bonaparte qui met le pied à l'étrier. On l'oublie toujours dans l'histoire de cette famille. Je l'appelle l'absent parce que c'est un absent qui a toujours tort, on l'a toujours un petit peu déconsidéré, surtout son fils Napoléon, mais c'est quand même lui qui effectivement, comme le disait David, met le pied à l'étrier à sa famille. Les Bonaparte sont la troisième famille anoblie par le roi. Il est quoi, lui? Il est notaire, il est avocat? Alors il est notaire, avocat, juge. Donc voilà, c'est la noblesse de robe, on pourrait dire. Oui, c'est une noblesse de robe qui est ainsi anoblie. Bon, ils font reconnaître leur lettre de noblesse par rapport à une lointaine parenté avec des nobles toscans en Italie. En vérité, ils utilisent des faux. En fait, les Bonaparte ont toujours été assez malins pour un petit peu falsifier les documents. Donc, en fait, ils font reconnaître plutôt un faux par rapport à une noblesse toscane à laquelle ils n'ont pas vraiment de parenté. Mais toujours est-il qu'il y arrive, et ce qui lui ouvre beaucoup de portes jusqu'aux portes de Versailles, puisqu'il va rencontrer le roi Louis XVI le 10 mars 1779, ce qui présenté au roi représentant de tant que député de la Corse, élu représentant de la noblesse, parmi les trois députés, l'un du tiers-état et l'autre de la noblesse, du clergé, qui viennent présenter leur requête au roi, comme pour tout pays d'État, ce qui fait que c'est tout de même il a à peine 30 ans, c'est tout de même un ambitieux qui réussit. Et quand même, il avait participé à l'insurrection de Pascal Paoli à un moment. Oui, il a joué un peu un double jeu. Enfin, il était. Ah oui, il a accompagné Paoli presque jusqu'à la fin. Lui, il y en a d'autres qui sont partis bien avant, mais jusqu'à la fin, Paoli parti, il a bien fallu qu'il existe et puis qu'il continue son ambition. Il est très jeune à ce moment-là, et donc il se retourne du côté français, un côté français que sa famille avait déjà approché il y a quelques années avant lui. Et il se trouve aussi que Charles est le dernier des Bonaparte aussi. On l'oublie souvent, mais il n'y a que 3 avant lui. Enfin, son père a 2 frères, mais ils n'ont pas d'enfants. Et lui, il reste le dernier enfant de son père, parce que son aîné est mort. Et donc, se concentre sur lui tous les espoirs des Bonaparte. Si lui n'a pas d'enfants, les Bonaparte cessent en Corse. Beaucoup. Oui, il va en avoir beaucoup, oui. Il va en avoir beaucoup. La mère peut-être David Chantrane, on pourrait parler de la mère de Napoléon, qui va avoir plus d'importance, parce que le père va mourir très vite, et puis... en 1785, effectivement. Voilà, en 85, donc avant toute l'épopée impériale. Napoléon n'aura que 16 ans. Oui, et Laetitia, madame mère, comme on l'appellera, donc c'est qui cette femme alors, c'est une femme, à l'inverse de ce que la légende en a raconté, c'est une femme qui à la fois n'est pas uniquement que celle qui s'inquiète pour
pour ses enfants, mais qui aussi pousse peut-être parfois aussi à la roue pour qu'ils aient cette ambition. Comme l'a dit très bien Pierre, c'est elle qui va prendre le flambeau, et ça n'est pas uniquement qu'une femme de l'ombre, c'est une femme elle appartient à une famille corse aussi. Elle appartient à une famille corse, les Ramolino, et elle est mariée très jeune, puisque c'est un mariage d'intérêt pour Charles, puisque les Ramolino, par l'intermédiaire de Madame Mère, ont une dot très importante. Ce qui va aussi être pour Charles l'une des marches importantes à l'accession à des hautes responsabilités. En faisant ce mariage d'une jeune fille très, très jeune, et surtout, on l'oublie, une jeune fille qui est très belle. Ça signifie qu'à la fois, parce qu'on a toujours des portraits de Madame Mère âgée, mais très jeune. Elle est peut-être une des plus belles. C'est ce qu'on raconte aussi à l'époque, une des plus belles de cette contrée. Eh bien, Ajaccio, elle va faire beaucoup de jalousie, mais c'est surtout la fierté de Charles. En revanche, comme l'a très bien dit Pierre, Charles sera absent à différentes reprises. Il va en Italie. Il continue notamment à la fois ses études, sa formation, et puis aussi parce qu'il a une petite vie double qu'il mène en Italie. Et lorsqu'il rentre, eh bien, il apprend aussi que les rumeurs vont bon train. Mais d'une certaine manière, il ferme les yeux parce qu'il sait que, eh bien, il installe son assise et que cette famille Bonaparte, cette fois-ci, est considérée. Que maintenant qu'on a choisi le parti français, que Paoli est en exil, eh bien, ce sont les Bonaparte qui vont compter. Et en comptant, eh bien, ils veulent que leurs enfants, comme je le disais tout à l'heure, Joseph et Napoléon, poursuivent cela, mais cette fois-ci avec des ambitions beaucoup plus grandes. On va ouvrir et on va quitter uniquement l'île pour cette fois-ci conquérir le continent. Alors on a parlé, vous disiez, des rumeurs, parce qu'on a évidemment raconté que Napoléon n'était pas le fils de son père, ou que d'autres frères n'étaient pas le fils de leur père, mais de Marbeuf, qui était donc le gouverneur de la Corse. On va couper court tout de suite à toutes les rumeurs. On va couper court tout de suite aux rumeurs. En fait, il y a 2 seuls documents qui existent à l'époque, qui datent de la naissance, non pas de Napoléon, mais de Louis Bonaparte. Au moment de la naissance de Louis Bonaparte, puisque les dates coïncident, effectivement, Madame Mère est assez proche de Marbeuf. Et les rumeurs vont bon train. Qui était donc le gouverneur français originaire de Bretagne. Et Marbeuf, qui va poursuivre justement son action en Corse et qui va justement favoriser le départ des 2 aînés en direction donc du continent. Eh bien Marbeuf, qui est un ver galant puisqu'il a près de 80 ans à l'époque, Marbeuf fait la cour à la jeune fille qui pourtant est surveillée, fait la cour à la jeune fille mais qui voit aussi son intérêt. Et il semblerait d'ailleurs selon toute vraisemblance que 2 documents qui sont attestés montrent bien que non seulement les rumeurs vont bon train, mais que tout coïncide et que on a aperçu Marbeuf dans les environs. Donc et que Louis il était là. dans l'avant-dernier fils. Louis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après, on a fait des tests, vous savez, récemment ADN, en disant alors peut-être Napoléon III n'est-il pas. En fait, si. Il est le frère, enfin le demi-frère finalement. Louis, il est le demi-frère de Napoléon, et d'une certaine manière, il est quand même bien un descendant, non pas de Bonaparte directement, mais de Madame Mère, c'est quand même un descendant. Et surtout, eh bien, il va redevenir ensuite important dans la dynastie, puisque en épousant Hortense de Beauharnais, les 2 familles Bonaparte et Beauharnais avec Joséphine seront liées par la suite. On peut parler rapidement de ces tests ADN parce que, comme vous savez, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me suis beaucoup occupé de questions de ce genre avec Louis XVII, Henri IV, etc. Bon, j'ai l'impression que ces tests n'ont pas été faits dans des conditions ni scientifiques ni historiques très rigoureuse. Surtout pas recoupé. Surtout pas recoupé. C'est ça le problème. On peut résumer les choses suivantes. C'est que, on sait une chose, c'est que la branche de Jérôme Bonaparte, c'est-à-dire la branche actuelle de la famille impériale, a le même chromosome Y que Napoléon, donc que Walewski, qui est descendant de Napoléon Ier. Donc là, on sait que Jérôme était bien le frère ça, c'est sûr. à 100% de Napoléon. Alors effectivement, pour Louis, qui était donc le père de Napoléon III, on ne sait pas exactement. Je sais que les tests n'ont pas été faits très correctement par en plus des généticiens assez peu reconnus. Donc tout ça mériterait d'être remis à plat. En revanche, mais il peut y avoir effectivement eu une. En revanche, il y a une question qui est quand même importante, c'est que Louis, d'un point de vue physique, ne ressemble pas aux autres. Louis, du point de vue des maladies, n'a pas les mêmes maladies que les autres. Louis, d'un point de vue même du caractère, n'a pas le même caractère que les autres. Et d'une certaine manière, lorsque l'on voit la manière dont Napoléon va s'occuper de Louis, qui est son frère un peu chétif, qui va le placer dans certaines situations, et en particulier le faire épouser ensuite Hortense, d'une certaine manière, on comprend bien que Napoléon savait. Qu'il savait
toutes les circonstances dans lesquelles la naissance de Louis s'était déroulée, et que surtout d'une certaine manière c'était l'enfant qu'il fallait protéger et qu'il va le pousser aussi dans cette direction-là. Ce serait assez simple aujourd'hui de faire une analyse ADN sur le corps de Louis. Oui, sur le corps de Louis, qui est à Saint-Leu, qui repose à Saint-Leu. Alors il y a eu aussi beaucoup de médisance autour de la famille parce que évidemment une famille d'ambitieux qui progresse comme ça, les méchantes langues s'en saisissent et depuis le début cette famille d'ambitieux est calomniée. Alors quelle est la part de la médisance et de la réalité? C'est vrai que pendant ce voyage de Charles, Laetitia était plus proche de Marbeuf, qui était effectivement âgé, mais d'ailleurs qui se remariera juste quelques années avant sa mort, qui aura d'ailleurs aussi une descendance. Donc ça prouve qu'effectivement c'était encore un ver galant. Aujourd'hui, on ne peut pas véritablement trancher parce que les documents sont tous écrits par des ennemis de Charles, parce que Charles s'est fait beaucoup d'ennemis en ayant pris le parti de Marbeuf, qui lui-même avait comme ennemi le comte de Narbonne. Il y a eu comme ça évidemment une lutte d'influence et de médisance, et ces documents-là proviennent des ennemis directs de Charles. Il faut peut-être replacer ça dans le contexte de la Corse, qui est un pays où il y a des clans, où il y a des groupes des groupes antagonistes. C'est vraiment quelque chose dans la mentalité profonde de la Méditerranée d'une manière générale, je dirais, mais enfin peut-être plus en Corse. Oui, bien sûr qu'il y a les rivalités corses sont légendaires. Évidemment, on connaît Mérimée a assez décrit les vendettes, mais enfin on n'en est pas. C'est pas tout à fait ce schéma-là, parce que ce sont des familles plus nobiliaires, mais toujours est-il que les haines sont féroces. En plus, Charles a été élu député de la Corse sur tapis vert, si je puis dire. Il avait perdu l'élection, il fait appel à Marbeuf, qui annule l'élection pour lui, qui le fait élire. Donc, si vous voulez, tout ce genre de passe-droit, évidemment, suscite plus que de la médisance, de la haine. Et les Bonaparte. Et d'ailleurs, Charles, dans certains de ses écrits, s'en vante. Il semble dire que tout ce qu'il arrive à faire, eh bien, il va faire jaser, il va comme ça, si je puis dire, bien ennuyer le jeu des Français. Donc, il joue le jeu de Marbeuf, parce que dans la lutte entre Français, et donc Marbeuf qui va prendre l'ascendant en Corse. Au final, et donc Charles et sa famille vont en recueillir tous les bienfaits. C'est ça effectivement l'important, c'est que par cette relation-là, Charles arrive à beaucoup de choses, et donc je l'ai dit, à être présenté à Versailles. Alors, avant de passer à la génération suivante, je dirais, restons un peu sur Madame Mère, sur Laetitia. On la présente comme quelqu'un, je pense, qui doit être très, très catholique, qui doit avoir des convictions religieuses profondes, alors que Napoléon, lui, a priori, ne croyait un peu ni à Dieu ni à diable, enfin utilisait la religion plus comme un instrument de pouvoir. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que elle n'ait pas transmis comme cela cette foi souvent très profonde chez les Corses, enfin. Oui, c'est bon. Alors, Napoléon quitte la Corse pour le continent assez jeune, et c'est quand même un enfant des Lumières. Il est baigné par les plus lectures du côté de son père, du côté. Oui, plus du côté de son père, par Voltaire, Rousseau. Il est beaucoup plus nourri à cette culture-là qu'à celle de sa mère, beaucoup plus traditionnelle, effectivement, beaucoup plus catholique. Lui-même, il dira à Sainte-Hélène, croit à des forces supérieures. Il réfléchit beaucoup là-dessus, surtout. Plus il se rapproche de sa mort, plus de sa fin, plus il y pense, évidemment, mais un peu comme toujours. Mais disons que effectivement, au départ, il est plus quand même enclin à être quelqu'un des Lumières, et et quelqu'un qui est adepte de la rationalité plutôt que de l'Église, où Madame Mère, effectivement, beaucoup plus dévote, et ainsi évidemment que son demi-frère, le cardinal Fesch, le religieux de la famille. C'est aussi un personnage intéressant. Et puis comme le dit Pierre, effectivement, comme il part très jeune, il part en 1779, donc il a à peine 9 ans et demi. Il va arriver dans un premier temps à Autun avec son frère Joseph, et ensuite très vite, c'est Brienne qui va lui être dévolue. Et à Brienne, justement, on peut en parler, c'est que il va lire bien sûr Voltaire, mais il va être surtout éduqué par les frères Minimes. Et ces frères Minimes vont avoir une influence pour lui intéressante sur les lectures, mais il va avoir un regard sur non pas le religieux lui-même, mais surtout sur les religieux.
qui va être un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il considère que c'est très utile, peut-être pour d'un point de vue politique et pour tenir l'ordre autour de lui, mais il leur garde un œil assez sévère en expliquant que finalement lui, avec son accent corse, vous savez, le fameux épisode de l'Apaillonné, parce qu'il disait Napoléon, on vient de faire un article là sur le magazine Napoléon Ier qui vient de sortir sur les origines justement familiales et ce Napoléon qui arrive à Brienne, il est moqué par ses camarades et les frères minimes ne le prennent pas toujours sa défense, donc il est assez c'est le problème de tous ces enfants qui ont été élevés par exactement. des jésuites ou par et qui se deviennent par la suite. Déjà, mais il est considéré comme l'étranger. Il arrive en Champagne, dans une terre aride et froide, un peu hostile pour cet enfant venu de Méditerranée. Et donc, la religion, il va l'associer aussi à cette jeunesse. En revanche, il va être bien formé, comme l'a très bien dit Pierre. Il va être très bien formé pour ses lectures, les mathématiques, pour l'algèbre, pour la géographie et l'histoire. Un peu austère de la religion. Mais la religion, pour lui, est austère. Voilà. On vit en cellule, à Brienne. On vit dans des conditions difficiles. Le froid, c'est quand même un peu compliqué pour cet enfant. Et puis les moqueries vont faire de lui un enfant qui va se replier sur lui-même, qui va beaucoup lire et qui va considérer quasiment ses condisciples comme des personnages difficiles à vivre. Et donc la religion, il l'associe à ça. Alors justement, Napoléon, c'est quoi ce prénom bizarroïde là qu'on ne voit apparaître nulle part? Il y a plusieurs explications. Oui, c'est soit le néo-Apollo, donc le nouvel Apollon, soit le lion preneur de ville. En fait, c'est un prénom qui était porté dans la famille. Mais il y a un saint qui... Alors on va le réinventer après. Oui, c'est inventé après. Il doit son prénom Napoléon à son oncle Napoléon, qui est mort avant sa naissance, qui a accorté d'ailleurs quand Charles soutenait Paoli, et le décès subit de cet oncle, il devra son prénom à cet oncle-là. Donc c'est un prénom qu'on retrouve quand même un peu dans la région. Oui, dans la région et dans la famille, puisque on retrouve souvent le prénom Charles, le prénom Napoléon, Joseph, qui reviennent, Louis aussi, qui reviennent assez fréquemment dans cette famille. Est-ce que c'est un peu une gageure pour quelqu'un de devenir empereur des Français en s'appelant Napoléon? Eh ben justement. Alors c'est la particularité. Parce que ça aurait été Louis Ier ou Louis XX pour son frère, ou Joseph avec un Joseph Ier. Exactement. Alors en sachant que si le prénom n'avait pas convenu, il l'aurait changé, puisque les sœurs ont des prénoms tout à fait corses, et elles en ont changé toutes pour effectivement, puisque Pauline, c'était surtout en français on a traduit ça, c'était Maria Paolette, on a dit Paulette, elle est devenue Pauline, parce que la princesse Paulette, c'était pas quand même du meilleur effet. Donc les Bonaparte étaient capables aussi de changer de prénom, même de nom, puisqu'en fait le nom c'est Buonaparte et non pas Bonaparte, et donc ils vont le franciser. On sait que sous la Restauration, on ne parlera plus que de Buonaparte. Oui, ils le francisent en 1795, mais il y a une volonté de francisation ensuite, mais ils sont capables de changer de nom, de prénom, pourvu qu'on y arrive. Justement, Pierre Branda, votre livre s'appelle La saga des Bonaparte chez Perrin, pas la saga des Napoléons. Alors il y a toute pas une polémique, mais enfin une décision sur le fait de ce qui s'appelle aujourd'hui leur patronyme, c'est Napoléon ou c'est Bonaparte. On sait que le prince Charles Napoléon, donc qui est l'aîné de la famille actuellement, a demandé de se rappeler Bonaparte. Enfin bon, où on en est sur leur état civil, il y a quoi, Bonaparte ou Napoléon? Alors pour celui qui est en charge de la maison impériale, c'est le prince Napoléon, effectivement. Voilà. Donc Jean-Christophe Napoléon, Jean-Christophe Napoléon, effectivement. Oui. Le prince Napoléon, c'est une appellation qu'a pris un de ses ancêtres, justement Plomplon, comme ça on va dire pas par simplification, mais a pris ce titre de prince Napoléon. Effectivement, le patronyme, c'est Bonaparte. Alors, il y a un petit peu une opposition entre Bonaparte et Napoléon. Oui, Bonaparte paraît plus républicain que Napoléon. Oui. On pense au général Bonaparte, et évidemment... que d'ailleurs Larousse, dans son dictionnaire, faisait mourir en 1799, le général Bonaparte, pour ensuite que Napoléon apparaisse. Donc en fait, c'est tout de même un tout, mais on peut opposer l'un à l'autre par la dynastie, on peut appeler ça des Napoléonides,
par leur famille des Bonaparte. Je penche plus pour aussi les Bonaparte qui sont quand même leur patronyme et le nom sur lequel ils sont arrivés, que ce soit le général Bonaparte ou le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, le nom de Napoléon étant le nom du souverain de la dynastie et Bonaparte effectivement le nom de cette saga familiale. On peut opposer dans les descendants les Bonaparte et les Napoléons d'une certaine manière. D'à côté, pour simplifier, les uns seraient des réactionnaires ou seraient de droite plutôt, et les autres seraient plutôt de gauche ou révolutionnaires. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le prince Charles Napoléon, enfin prince Charles Bonaparte, qui lui a des idées plutôt de gauche, a privilégié ce nom de Bonaparte. Est redevenu Monsieur Charles Bonaparte, pour un affichage effectivement plus dynastique mais républicain, et par rapport aux autres où on se situe dans une tradition à ce moment-là dynastique. C'est vrai qu'il y a ces deux oppositions-là qui perdurent. Voilà, on va passer une petite pause musicale pour continuer, avant de continuer notre discussion. National officieux durant le Second Empire. Partant pour la Syrie, le titre pourrait être d'actualité, enfin dans un contexte évidemment aujourd'hui bien différent, parce que pas mal de gens sont partis pour la Syrie, pas pour la gloire. Donc cet hymne partant pour la Syrie donc était joué dans les cérémonies publiques sous le Second Empire, et la musique en est attribuée à la reine Hortense de Beauharnais, donc la mère de Napoléon III, qui était reine de Hollande. Et les paroles sont d'Alexandre de Laborde, illustre inconnu, et aurait été écrit vers 1807-1808. On dit qu'Hortense l'aurait composé à la Malmaison. Il y a eu un certain nombre de polémiques autour de cela, mais a priori aujourd'hui les spécialistes pensent que c'est bien elle qui l'a écrite, et non pas un professeur de chant de la cour de Hollande qui s'appelait Louis Drouet. Mais bon, a priori aujourd'hui on pense que c'est bien elle qui l'aurait écrit. Alors c'est bien sûr un chant qui est dans le plus beau style troubadour de l'époque, hein. Ça parle du beau Dunois, donc qui était un des compagnons de Jeanne d'Arc, partant pour la croisade, allant prier la Vierge et ensuite se mariant avec la plus belle. Donc on a une évocation au-delà évidemment de cette période de la croisade, de la campagne d'Égypte de 1798, donc du futur Napoléon Ier. Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois venait prier Marie de bénir ses exploits. Faites, reine immortelle, lui dit-il en partant, que j'aime la plus belle et sois le plus vaillant. Ce chant va donc devenir un chant bonapartiste sous la Restauration, et donc sera très populaire sous le Second Empire. Et bien sûr, il a complètement disparu aujourd'hui, sinon qu'il est encore au répertoire des musiques militaires de l'armée française. Alors je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme, et aujourd'hui nous évoquons cette curieuse dynastie Bonaparte avec deux invités, donc Pierre Brandat et David Chantrane. Alors on en était arrivé à l'avènement de Napoléon Ier, donc sur le trône, d'abord consul, ensuite empereur des Français. Alors, moi, je me pose une question. Donc, il a 4 frères. Alors, il y en a certains qui sont morts dans l'enfance, mais enfin, disons qu'il lui reste 4 frères et 3 sœurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il va les placer on va peut-être demander cela dans un premier temps à David. Pourquoi est-ce qu'il place ses frères et ses sœurs sur des trônes il aurait très bien pu, parce que ça avait l'air d'être plutôt une gêne pour lui par moment qu'autre chose. Alors, pourquoi fait-il ça ? Il le fait tout simplement, comme l'a très bien dit tout à l'heure Pierre, il le fait parce qu'il poursuit l'ambition de son père. Il poursuit l'ambition de son père, et il le dira d'ailleurs au moment où il accède au pouvoir sous le consulat. À ceux qui demanderaient, il le fait publier d'ailleurs dans le Moniteur universel, qui est une sorte de journal officiel de l'époque. Il dit à ceux qui demanderaient de quand date la maison des Bonaparte, elle date du 18 Brumaire.
Ça signifie que finalement, on est passé d'une ambition corse à une ambition française et même peut-être européenne. Oui, mais pas pour lui, pour sa famille. Exactement, mais c'est une ambition, c'est une ambition générale. Voilà. C'est une ambition à la fois familiale, c'est une ambition corse, c'est une ambition plus large et d'une certaine manière, il a une confiance aveugle. Ça lui portera peut-être préjudice, mais il a une confiance aveugle dans tous ses frères et sœurs. Et même si parfois ils ne sont pas du tout, ils vont pas apporter ce qu'il attendait, eh bien d'une certaine manière, il les place là où il le souhaite. Donc, il le fera pour Joseph en Espagne. Avant, il l'avait été donc à Naples. Il va le faire également pour Louis, vous l'avez dit très bien, en Hollande avec Hortense. Il le fera pour Jérôme en Westphalie. Et pour les sœurs, de la même manière, il mettra Elisa, Pauline avec des mariages en Italie et puis des installations en Italie. Et puis pour Caroline, elle épousera Murat bien sûr, qui deviendra roi de Naples. Mais on parlait de la Corse. Il a pensé à un moment, avant de se tourner définitivement les yeux vers la France, à devenir une sorte de roi de Corse, enfin en tout cas, complètement. Est-ce qu'on peut en parler, parce que c'est pas très connu ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de Brienne, il va ensuite être à l'école militaire de Paris, la révolution va arriver assez vite, il va avoir des affectations au régiment de l'Affaire à Aussonne et à Valence, et puis ensuite, il ne rêve que d'une chose, revenir en Corse. Son ambition, il l'écrira dans certains textes, et en particulier dans cette fameuse lettre à Botafogo, où il écrit cette Corse, je naquis quand la patrie périssait, plusieurs milliers de Français vomis sur nos côtes, donc il a une... La patrie, c'est la Corse. La patrie, c'est la Corse, et il s'imagine qu'il faut laver l'affront de cette occupation française, et qu'il faut être au service, cette fois-ci, de Paoli. Donc il veut être le lieutenant de Paoli, et lorsque Paoli revient d'exil au moment de la Révolution française, il se met à son service. Or, il a oublié une chose. 2 crocodiles dans le même marigot, ça en fait un trop. Et puis surtout, il est marqué par le fer rouge, parce qu'il propose une constitution. Oui, et par la trahison du père. Donc d'une certaine manière, on ne fait plus confiance à ces Bonaparte. Il faut qu'ils fassent leur preuve. Et puis il va tomber dans le fameux piège qu'on connaît tous de Bonifacio, ce fameux piège pour lancer l'opération pour que la Corse conquiert la Sardaigne. La première opération, ce sera l'île de la Maddalena. Et finalement, Bonaparte se rend compte que en fait, c'est un piège qu'on lui tend, et il va se retrouver avec seulement quelques canons contre des Sardes qui sont bien occupés, et il se rend compte qu'en fait ils ont été trahis, et donc les Bonaparte n'ont plus rien à faire en Corse, et il faut partir en 1793. Alors Pierre Banda, est-ce que on peut, vous aviez quelque chose à dire sur ça? Oui, parce qu'effectivement c'est quelque part une chance qu'il ait été chassé de la Corse, parce que pour sa destinée, il a eu plusieurs ruptures dans sa carrière, ou plutôt la disparition de plusieurs pères, celui de son père d'abord mort en 1785, parce qu'il dira à Sainte-Hélène, si mon père avait vécu sous la Révolution, il nous aurait sans doute propulsé dans un parti, et je ne serais jamais devenu celui que je suis devenu. Alors, il n'a pas eu à tuer, comme le dit Freud, son père, puisqu'il est mort, disparu physiquement. Son second père, Paoli, lui, dans les conditions que vient de décrire David, il y aura une rupture, donc autre rupture, il y en aura une troisième avec Robespierre aussi, avec l'incorruptible qui lui aussi disparaîtra, et bref, avec la disparition de tous ses pères successifs, il arrive à en devenir Napoléon, parce que jusque-là, il faut quand même voir que c'est quand le génie éclos apparaît véritablement qu'en 1795-1796, pas finalement très tard, mais la Révolution a déjà bien avancé, il y a déjà plusieurs années, il y a des généraux qui ont fait beaucoup plus que lui, déjà qui ont été beaucoup plus loin, et finalement il apparaît soudainement sur la scène de l'histoire après la disparition de tous ces pères progressifs. Et puis c'était pas mis dans de très bon camp, puisqu'il était dans le camp de Robespierre à un moment, tout ça, donc il n'avait pas vraiment eu beaucoup de clairvoyance politique. Et dernière rupture, et pas la moindre, c'est celle tout de même temporaire avec son clan, quand il épouse Joséphine. Quand il, à ce moment-là, adopte les Beauharnais et, si je puis dire, retrouve une nouvelle famille, qu'il s'éloigne de son clan, pour lequel il consacrait tout, absolument tout, et son frère Joseph l'avait déçu en ne voulant pas qu'il épouse Désiré Clary, et donc il en avait conçu une grande déception, et finalement, s'éloignant des Bonaparte, se rapprochant des Beauharnais, en épousant Joséphine, et en finalement adoptant une nouvelle famille, si puis dire, Napoléon éclot en dehors des Bonaparte. Il n'est plus Bonaparte, il devient Napoléon, et là, en 1796, c'est une véritable révélation. Parce qu'il n'est pas l'aîné de la famille, il a un frère aîné, mais il devient en quelque sorte le chef de famille. Alors, dans quelle
quelles conditions est-ce qu'il il devient parce qu'il a des responsabilités politiques, militaires, etc. Mais enfin. Alors, il le devient pas dans tous les aspects. Joseph garde certains pouvoirs de l'aîné, hein, mais il y a comme ça entre eux une répartition. Le rapport est très proche entre Napoléon et Joseph parce que Joseph est né en 1768, Napoléon en 1769. Ils n'ont qu'un an d'écart. Ils ont grandi ensemble. Ils sont partis sur le continent ensemble. Bon, ensuite, ils ont été séparés, mais ils ont une véritable complicité. Avec Napoléon, il y a eu des périodes, un véritable amour fraternel. On peut parler comme cela. Bon, Joseph, qui prend une autre dimension à partir de 1793, s'éloigne un petit peu de lui, ce qui, donc, je l'ai dit, par contre-coup, éloigner aussi Napoléon de son frère. Mais enfin, les deux fonctionnent, si je puis dire, beaucoup en symbiose. D'abord, ils ont des caractères complémentaires, ce qui aide. Hein. Joseph n'est pas du tout, n'a pas la même allant, pas du tout le même caractère tranchant que son frère, donc ils peuvent se réconcilier. Parce que le troisième enfant du couple, enfin le troisième enfant viable, Lucien, lui, ne naît qu'en 1775. On va en parler après du sien, parce que c'est un peu le mouton noir de la famille. Mais 6 ans après, ce duo Joseph-Napoléon, qui lui est solide avec des hauts débats, mais néanmoins, il est vrai que c'est en s'éloignant de lui, en 95-96, en ne pensant plus seulement au clan, mais enfin à lui, qu'il devient Bonaparte puis Napoléon. Alors David, les frères, donc Joseph, Louis, Jérôme, vont être propulsés sous des trônes européens. C'est pas vraiment une réussite. Est-ce qu'on peut faire le point sur leur l'un devient roi d'Espagne, on l'appelle Pépé la bouteille, et il se fait virer, je dirais, dans des conditions vraiment difficiles. Louis en Hollande va être détrôné par son propre frère assez rapidement, Jérôme en Westphalie. Alors est-ce qu'on peut... Alors on peut pas mettre ça dans le même panier, puisque Joseph arrive dans des conditions très compliquées. Oui. Vous vous souvenez tous du tableau de Goya. La rébellion est forte à Madrid et en particulier aussi au sud de l'Espagne. Napoléon ne dirigeant pas lui-même parce que pour des raisons tout simplement politiques et parce que les fronts sont multiples en Europe, il laisse ses maréchaux faire, et donc l'ambition de chacun et puis les rivalités vont pas faciliter les choses. Et donc Joseph arrive dans ces conditions et il apporte quand même le code civil, l'égalité, la fin du servage dans une Espagne qui est fortement catholique et qui a quand même une inquisition qui est encore proche. Il va mettre fin à l'acquisition, donc on voit bien qu'on est quand même dans une situation où ces deux fronts, on attaque la religion. D'un autre côté, Louis va faire de très belles choses en Hollande, mais c'est Napoléon qui se rend compte que finalement, ne voulant pas agir de manière disposée, eh bien, il se rend compte qu'il faut reprendre le pouvoir en Hollande et il va écarter Louis. Pour ce qui est de Jérôme en Westphalie, on considère finalement Jérôme comme une sorte d'organisateur, une sorte de préfet qu'on a installé là, et il faut qu'il accepte et qu'il obéisse, ce qu'il va faire d'ailleurs assez régulièrement, et il combattra à ses côtés. En revanche, il reste le fameux mouton noir. Alors, si on laisse de côté on peut parler simplement peut-être de Caroline et de Murat. Caroline, alors bien sûr. Caroline et Murat. Alors Murat est un personnage qui mérite d'être découvert. Extraordinaire, parce que Murat a une histoire qui est forte et qui a une autre réalité que celle qu'on a voulu montrer. On l'a toujours montré comme le cavalier mérite ce qu'il était, forcément, hein. Extraordinaire. On se souvient de sa fameuse charge à Eylau. On se souvient aussi d'Austerlitz. On se souvient de ce qu'il a quand même sauvé Bonaparte à différentes reprises en Vendémiaire, en Pyramide. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes à Aboukir. Mais Murat, c'est un politique. C'est un politique, et c'est pas uniquement que le mari de Caroline. C'est-à-dire que Murat, il a des ambitions, il a des idées. Et puis c'est lui qui va avoir mis, je dirais, qui avait assorti Napoléon de pas très difficiles à plusieurs reprises. Exactement. Au 18 Brumaire, avec Lucien notamment. Il a fait l'empereur d'une certaine manière. Et donc, en voulant être un petit peu autonome dans sa région, puisqu'il s'imaginait plutôt en Espagne dans un premier temps devenir le roi d'Espagne, et on lui attribue un peu Naples comme un second choix. Eh bien, il va s'y fondre. Il va s'y mouler vraiment dans cet esprit napolitain, et il va faire de Naples une ville extraordinaire. Naples à l'époque est la 3e ville d'Europe. C'est 300 000 habitants, près de 350 000, avec énormément de choses d'urbanisme, d'organisation politique, etc., que l'on doit à Murat. Joseph avait commencé bien sûr, mais Murat va le poursuivre, et donc ce couple
incroyables, Murat et Caroline, eh bien, va déplaire à Napoléon parce qu'ils n'obéissent pas au doigt et à l'œil, et donc ils ont aussi des ambitions personnelles, et ils vont le faire aussi pour le bien de la population. Lui qui va lancer ce qu'on appellera le Risorgimento, d'une certaine manière, avec son appel de Rimini, exactement. Voilà. Donc Pierre Brandat, alors on va parler du mouton noir, Lucien. Voilà, du mouton noir et ses petits agneaux noirs derrière, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnages dans la famille, dans la descendance de Lucien qui sont gratinés. Qui sont gratinés. Voilà. Oui. Alors d'abord Lucien, pourquoi est-ce qu'il est pas roi de quelque chose lui? Alors par amour en fait, parce que Lucien connaît un veuvage, il se remarie avec la veuve du banquier Jouberton, un mariage. Donc il avait épousé la sœur ou la fille d'un général de la Révolution ou quelque chose. Boyer, non? Non, Boyer, oui. Voilà, Christine Boyer, dont il était éperdument amoureux, mais qui meurt. Donc il tombe amoureux d'Alexandrine de Bléchamp, la veuve du banquier Jouberton, qu'il va épouser, on peut dire en secret, contre Napoléon, qui à ce moment-là veut déjà propulser les Bonaparte dans la 4e dynastie, veut absolument que tous ses frères et sœurs, qui ne sont pas mariés, épousent des partis dynastiques, des descendants de grandes familles, parce que son but, c'est que les Bonaparte s'insèrent dans l'Europe des rois et deviennent l'égal des Bourbons, des Habsbourg, des Romanov et de bien d'autres. Donc, si je puis dire, Lucien enfreint la règle et ne veut pas suivre son frère et poursuit mordicus ce mariage, ce qui va entraîner leur séparation et une dispute effroyable. Évidemment, leur séparation et même l'isolement, l'exil de Lucien en Italie, qui ne veut pas céder parce que Lucien est très entêté. Et puis même, d'ailleurs, pour dissimuler cette relation avec son frère, c'est dire, entre son hôtel particulier et la résidence de sa future épouse, il avait même fait construire un tunnel pour pas qu'on le voit se rendre chez son épouse, future épouse la nuit, à l'insu de son frère. Mais bon, il va se marier. Napoléon va la prendre à Malmaison lors d'un concert. Il va s'écrier, il dira à Joséphine, rendu compte, Lucien a épousé sa coquine, et donc là, à ce moment-là, une brouille familiale qui va perdurer s'installe. Madame Mère, qui pour cet enfant Lucien a toujours eu tout de même une petite préférence, va prendre un moment le parti de Lucien. C'est pour ça qu'elle ne sera pas au sacre. Ce n'est pas à cause de Joséphine, mais c'est parce qu'en fait, elle était en Italie avec Lucien et que soi-disant elle arrive en retard, mais en réalité, c'est pour marquer sa désapprobation de cette brouille. Elle essaiera de raccommoder, mais Lucien n'y entendra rien, partira d'ailleurs d'Italie parce que menacé par son frère, sera, on l'ignore, capturé par les Anglais en 1810 et passera 4 ans à Londres de 1810 à 1814 en résidence surveillée avec sa nombreuse progéniture, parce que Lucien au total, entre ses deux épouses, aura 14 enfants. Et donc ainsi, c'est véritablement plus qu'une séparation, qu'une dispute, c'est un schisme. Donc Lucien, prince de Canino, c'est le seul titre qu'il aura, qui est un prince de l'Église. En fait, c'est le pape VII, adversaire de Napoléon, qui lui octroie ce titre parce que Lucien était fidèle à Rome. Alors donc Lucien, il va avoir une nombreuse progéniture, et dans cette nombreuse progéniture, on a 2 noms qui sortent quand même un peu, qui sont Pierre Bonaparte, le fameux Pierre Bonaparte, qui en 1870 va s'illustrer en assassinant un journaliste, Victor Noir, et puis Marie Bonaparte, la psychanalyste bien connue. On peut-être que David pourrait nous parler de Pierre Bonaparte déjà. Oui, alors Pierre Bonaparte, il est vraiment l'héritier de Lucien dans l'esprit, dans beaucoup de choses. Un personnage un peu étrange et fantasque. D'ailleurs, Napoléon III aura beaucoup de mal à contenir les assauts parce que tout simplement, les descendants de Lucien, il reste ce qu'était Lucien. On l'a pas dit tout à l'heure, mais Lucien, c'est le politique de la famille. Lucien, c'est le républicain pur et dur. Lucien, lorsque la Révolution a été embarquée et qu'ils se sont retrouvés, la famille Bonaparte s'est retrouvée sur le continent, Lucien s'est fait appeler Brutus. Lucien avait des idées très fortes et d'une certaine manière, donc, la brouille... Bonaparte. On parlait tout à l'heure du Bonaparte de gauche et la brouille Napoléon-Lucien, elle est liée bien sûr au mariage que Napoléon n'a pas voulu, mais elle est surtout liée aux idées politiques que Lucien avait. Je rappelle qu'au 18 Brumaire, si le 18 Brumaire fonctionne, c'est parce que Lucien est le président d'une des 2 assemblées pendant le coup d'État, et que c'est Lucien qui, voyant que l'affaire tourne mal, prend son sabre, le sabre de son frère Napoléon, et montre aux soldats en disant « Si un jour mon frère devenait un dictateur,
je lui percerai le cœur avec cette lame. Donc, avec cet aspect un peu théâtral, il montre bien sa désapprobation d'une évolution vers une monarchie quelconque. Et donc, Lucien, avec ses descendants, alors à la fois Pierre, effectivement, on l'a dit, Pierre Bonaparte sous le Second Empire, qui est un peu fantasque, qui est un personnage qu'il est difficile de contenir, mais surtout avec Marie Bonaparte. Et on peut parler de Roland aussi. Ce sont des esprits libres, ce sont des esprits qui vont en avant, ce sont des esprits qui cherchent la découverte, qui sont des esprits scientifiques, qui sont des esprits politiques, qui sont des esprits un peu différents de ceux que l'on connaît peut-être dans le reste de la famille, parce que ils vont à l'encontre des idées reçues. Et donc les descendants de Lucien ont cet esprit-là, et Marie Bonaparte est peut-être le plus bel esprit, mais je pense que Pierre pourrait en dire un mot. Oui, Marie Bonaparte, la psychanalyste, l'amie de Freud, l'amie de Freud, qui va connaître Freud pour d'abord se soigner elle-même, dans une et devenir une intime du maître de la psychanalyse. C'est elle qui va commencer à développer la psychanalyse en France, fonder la Société psychanalytique française. On l'a surnommée Freud Madi parce que évidemment elle était toujours. Freud Madi, parce que alors il y a quand même une scène assez étonnante, parce que elle va confier à Freud dans une des séances, dans toutes ces séances, qu'elle fait toujours le même rêve récurrent. Elle est enfant et dans son berceau, elle assiste à un couple qui fait l'amour devant elle. Et Freud de lui dire, ce n'est pas un rêve, vous avez vécu cette scène. Elle a dit non, c'est pas possible. Mon père Roland, ce qui était vrai, veuf à ce moment-là, sa mère était morte assez jeune. Mon père Roland n'était pas du tout quelqu'un de grivois, je veux dire, je ne vois pas, après j'ai vécu avec ma grand-mère, je ne vois pas du tout, et Freud lui dit, si, cherchez bien. Et elle va comme ça questionner son entourage, et notamment un vieux piqueur de la maison, qui s'occupait donc des chevaux, qui a à ce moment-là 80 ans, qu'elle questionne, et qui finit par lui avouer que, il avait des relations avec la bonne de la maison, dans la seule pièce qui était tranquille, c'est-à-dire la chambre de Marie. D'accord. Et sa mère, alors la mère de Marie Bonaparte, c'est intéressant aussi de le rappeler, c'était Marie Blanc, qui était la fille du fondateur du casino de Monte-Carlo. Effectivement, une famille immensément riche. Ce qui fait que Marie Bonaparte était très riche. Elle avait épousé d'ailleurs, c'est assez amusant, un prince danois qui était homosexuel et qui vivait avec son oncle. Enfin bon, tout ça est assez compliqué. Et ils avaient une grande propriété à Saint-Cloud. Et ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est qu'ils ont élevé pendant les premières années de sa vie l'actuel duc d'Édimbourg, donc qui était un prince de Grèce aussi, et donc qui a vécu. Parce qu'elle épouse effectivement Michel de Grèce, et donc elle devient princesse elle-même, ce qu'on oublie un peu parce que elle est princesse libre bien sûr, mais elle reste princesse. D'accord. C'est vrai que finalement c'est un personnage ambigu qui était à la fois révolutionnaire, enfin anticonformiste en même temps, très conformiste puisqu'elle avait épousé un prince. Oui, parce qu'elle a tenu son rang à la cour de Grèce. C'est Georges de Grèce. Georges de Grèce, oui. Georges de Grèce et effectivement qui est homosexuel et qui donc dans son parcours sentimental assez compliqué, son premier amant. Il vit même avec, enfin c'est un couple à trois puisque son ami qui est son oncle aussi, qui s'appelle Valdemar de Danemark. Les enfants l'appellent Papatou, c'est-à-dire le papa numéro 2. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est assez particulier. Et pour elle, je veux dire, pour son équilibre, c'est tout de même été particulier, d'autant que son premier amour, le secrétaire de son père, l'avait fait chanter. Qu'ensuite, donc, il y a eu ce mariage pour le moins surprenant. Elle sera aussi l'amante d'Aristide Briand. Elle va comme ça. Oui, c'est à la fois quelqu'un qui n'arrivait pas d'avoir de plaisir sexuel. Enfin, elle le dit, mais en même temps, elle a eu plusieurs opérations, etc. Mais en même temps, elle avait une libido. Enfin, elle a eu plusieurs amants, etc. Qu'elle numérotait, dont elle a qui n'arrivait pas vraiment à trouver un équilibre dans ce domaine. Et qui va le trouver plus avec la psychanalyse et donc avec Freud, qu'elle va sauver des griffes des nazis en 1938, puisque c'est elle qui va payer la prime aux nazis pour qu'ils puissent quitter l'Autriche, alors annexée par le Reich allemand, et qu'elle attend à la gare de l'Est à Paris. Alors qu'il est déjà très malade. Il va réussir à sauver ses archives, à sauver ses papiers et sauver le maître. Et bon, il mourra assez peu de temps après, mais c'est effectivement, on l'ignore, Marie Bonaparte qui sauve Freud. Voilà, on va faire peut-être une petite pause musicale.
été composée en l'honneur de Napoléon III par Hector Berlioz à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1855. Les paroles sont du capitaine Lafont, dont je ne sais pas plus, et je pense que c'est un personnage illustrement inconnu. Elle a été interprétée, cette impériale, la première fois le 15 novembre 1855. David Chantrane me dit, en présence d'ailleurs de la reine Victoria, qui était invitée à ce moment-là à Paris, par plus de 1200 musiciens et choristes pour la clôture donc de l'exposition. Berlioz écrira quelques jours plus tard « Je suis encore un peu éclopé et malade des fatigues terribles causées par les concerts de l'exposition. Le dernier a été splendide. On n'a jamais entendu en France ni ailleurs probablement une pareille exécution par un pareil peuple de musiciens. Le succès s'est étendu au loin dans tous les coins de l'Europe. Il faut dire que Berlioz avait utilisé pour la première fois d'ailleurs une sorte de métronome électrique qui avait fait beaucoup de bruit, je dirais, à l'époque pour arriver à conduire plusieurs orchestres en même temps puisqu'il y avait 1200 musiciens. Alors bon, là on va évidemment, on arrive un peu vers la fin, donc on va passer très rapidement sur le Second Empire et puis j'invite les lecteurs, les auditeurs à lire le livre donc de Pierre Vanda, la saga des Bonaparte, où ils vont retrouver tous ces princes connus ou inconnus de la descendance familiale. On a donc Napoléon III qui, comme je disais tout à l'heure, est le personnage qui me semble le plus sympathique et le plus intéressant dans la famille, plus que Napoléon Ier. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, sa tentative de Second Empire va se solder par un échec avec cause de la guerre de 1870. Son fils, le prince impérial, meurt 9 ans plus tard, assassiné. Ouais, voilà, le 1er juin 79, assassiné par les Zoulous. Par les Zoulous, enfin tué dans la guerre contre les Zoulous en Afrique du Sud. Donc on a dernière branche, je dirais, dynaste ou restante de la famille Bonaparte, qui est la descendance donc du roi Jérôme, de Jérôme de Westphalie, le dernier enfant de Laetitia et de Charles. Et donc aujourd'hui, la famille Bonaparte, eh bien c'est la famille de Jérôme, c'est la descendance de Jérôme, donc avec un personnage dont vous parlez, Pierre Vanda, dans votre livre, qui est peut-être un des derniers personnages dont vous parlez, qui a été Louis Napoléon Bonaparte, donc qui était le prince Napoléon, qui est mort en 97, je crois, et qui était un personnage qui a quand même eu un éclat au XXe siècle important. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Ah oui, un éclat tout à fait important. Et comme tous les Bonaparte, d'ailleurs, parce que ce qui les rassemble tous, c'est finalement qu'ils ont mené ou eu une véritable existence romanesque. Le prince Napoléon, l'avant-dernier, donc, est d'abord un résistant. Il a voulu absolument, en 1939, s'engager pour la France. Or, à cause de la loi de proscription, il ne pouvait pas retourner dans son pays. Il a dû s'engager sous un faux nom, comme soldat. Blanchard, je crois. Blanchard, oui, il est vraiment revenu à la base, c'est dire son engagement et aussi son humilité, je veux dire, et la preuve que le pays passait avant tout. Ensuite, il tiendra un rôle dans la résistance et il sera capturé. Il résistera, ce qui est important, aux appels du pied d'Hitler, qui voulait que le nom de Napoléon soit associé au sien. Les SS lui ont offert maintes et maintes propositions. Rappelons qu'Hitler fait revenir d'ailleurs les cendres de l'Aiglon dans des conditions... Le 15 décembre 1940. 1940, voilà, l'anniversaire des retours des cendres de Napoléon Ier. Un retour pathétique, parce que, qui se conclura par cette phrase, des Français qui interpréteront ça comme ça, je veux dire, Hitler nous prend le charbon et nous rend les cendres. Oui. Donc malheureusement l'Aiglon, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais qui a une destinée. Voilà. Non, mais il faut lire le livre. Là, oui, voilà, malheureuse. Mais pour en revenir au prince Napoléon, qui effectivement, en faisant un choix courageux, pas évident pour l'époque, si je puis dire, a installé sa famille dans l'histoire, parce que s'il avait pris un mauvais chemin, à ce moment-là, je pense que la saga des Bonaparte eût été tout à fait différente et la famille considérée d'un œil tout à fait différent. Et en plus, j'ajoute que c'est lui qui fait entrer de plein pied la famille dans l'histoire en versant ses archives aux archives nationales, en cédant une partie de ses collections et en organisant, si je puis dire, la muséographie napoléonienne qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais en même temps, renonçant à
toute revendication politique. Oui, il y a un moment où vraiment on arrête, le parti napoléonien, oui, le ce parti qui est grand, parce bonapartiste. qu'il renonce, il dissout les partis bonapartistes pour l'unité de la France. Dans les années 20, les années 30, oui, 30, dans les années 30, quand il sent que, je veux dire, la situation devient périlleuse et que la France a besoin absolument d'unité, il fait le sacrifice, il fera le sacrifice de sa personne, mais il fait aussi le sacrifice politique en disant je me range et je ne veux pas être un ferment de trouble, et donc les bonapartistes disparaissent pour que le pays soit le plus uni possible, ce qui est à saluer, ce qui est pas toujours évident. Alors David Chantrane, aujourd'hui on a deux princes. Alors il y a le prince Napoléon. Alors on va m'expliquer pourquoi le plus jeune est le chef de famille. Alors il y a donc Charles Napoléon ou Charles Bonaparte qui est donc à dont on a parlé tout à l'heure, 70 ans à peu effectivement. près aujourd'hui, et puis son fils Jean-Christophe. Oui, Charles est né en 1950 et son fils, donc il est né en fait au moment justement du retour de l'exil, hein, la proscription étant achevée. Il va être d'ailleurs baptisé à Saint-Louis des Invalides avec sa sœur jumelle par le futur Jean XXIII. Monseigneur Roncalli, et il revient donc en pleine lumière. En revanche, les situations politiques des deux hommes, le père, donc on a dit Louis et Charles, la situation va être un peu compliquée dans les années 68-69, puisque Charles, lui, est plutôt du mouvement des étudiants, alors que son père étant plutôt traditionnel, on va dire, pour dire les choses simplement. Et donc la brouille entre les deux hommes va être assez forte, et à la mort en 97 du prince Napoléon, le prince va choisir de faire hériter non pas son fils, mais son petit-fils, Jean-Christophe, du titre de prince Napoléon. Donc Jean-Christophe qui a une belle ascendance, je dirais, puisque par sa mère, qui est une princesse de Bourbon-Sicile. Béatrice de Bourbon-Sicile, effectivement. Il descend donc des Bourbons. Il est descendant à la fois, c'est très simple, hein, voilà. Il est descendant à la fois de Saint-Louis, de Louis XIV et de Napoléon. Voilà. Et il descend par son ou du père moins de Charles aussi, Bonaparte. Des Orléans. Enfin, donc il descend vraiment de toutes les branches, je dirais, des familles qui ont régné sur la France. C'est le seul héritier qui effectivement descend des quatre. Ce prince Napoléon actuel, Jean-Christophe, qui a donc maintenant près de 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait Alors est-ce qu'il veut devenir empereur il donne quelques interviews ici ou là, notamment dans Point de vue récemment, que vous connaissez bien, Philippe. Il a donné une interview et puis bon, il se présente comme étant bien sûr l'héritier d'une tradition et d'une famille. Il agit d'ailleurs de conserve avec sa grand-mère, la princesse Napoléon, donc la veuve du prince Louis, enfin de Louis, et donc d'une certaine manière il est dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'il souhaite montrer l'apport de la famille Napoléon, de la famille des Bonaparte, pour reprendre le titre de Pierre, la famille des Bonaparte de manière plus large, pour montrer l'unité et de travailler avec les princes Murat, avec d'autres familles tout autour, de manière tout à fait traditionnelle et classique. En revanche, son père, Charles, lui, était engagé davantage dans politique. Il a été conseiller municipal à Ajaccio. Il s'est présenté également à Nemours. Il a un engagement politique, on va dire, plutôt de centre-gauche. Et il a toujours voulu agir en tant qu'homme homme actuel. Mais lui, politique, en revanche, mais pas politique. dans une vue de restauration Non, impériale. Pas du tout. Dans le cadre de la République. Pas du tout. Il se dit alors que Jean-Christophe, lui, est plutôt homme de finance. Il a une formation plutôt à Harvard et il travaille dans la banque. Donc, on va dire que c'est un homme de son temps, si on peut dire les choses comme ça. En revanche, ils sont tout à fait les deux, que ce soit bien Charles ou Jean-Christophe, ils sont tout à fait conscients de l'héritage napoléonien. Et pour preuve, d'ailleurs, on dit souvent que Charles ne reconnaît pas certaines choses. Il est lui-même président d'une association, la Fédération des villes, des cités napoléoniennes. Donc voilà. Pierre Branda, l'héritage napoléonien aujourd'hui, donc c'est un héritage de patrimoine, c'est un héritage historique, c'est un héritage de souvenirs qui est incarné par une association qui s'appelle le Souvenir napoléonien, avec une fondation. Est-ce qu'on peut expliquer quelles sont les actions et les tenants aboutissants de tout cela? L'association de souvenirs napoléonien, qui est la première association en France, et il y en a d'autres qui se consacrent à l'histoire des deux empires, réunit plusieurs milliers d'adhérents et qui organise beaucoup de conférences et d'événements. De son côté, la Fondation Napoléon, elle, a une mission aussi culturelle, en édition de la correspondance de Napoléon. Nous avons un site internet, napoléon.org. Nous réalisons et proposons des expositions en France et en Europe et dans le monde pour, à ce moment-là, faire connaître aussi l'histoire, à nouveau, des deux empires et la faire rayonner.
C'est tout de même quelque chose qui toujours en progression dans le monde entier. Napoléon étant quand même le personnage historique, l'un des personnages les plus historiques les plus connus au monde, avec entre, on nous dit selon un sondage américain, entre Jésus et Mahomet, c'est dire. Mais enfin, je peux le constater à l'étranger puisque je m'y rends souvent, où le nom de Napoléon, que ce soit en Asie, en Amérique, en Australie ou en Afrique, est connu, et plus que connu, et parfois même mieux connu que nous-mêmes Français. Sur ce qu'il faut rappeler, c'est que le souvenir napoléonien a bénéficié quand même d'un don, enfin d'un héritage tout à fait le important. Napoléonien, comme la Fondation Napoléon, qui est l'aigle de Martial Lapeyre, le fondateur des entreprises Lapeyre, napoléonien convaincu et qui a voulu que sa fortune serve à la cause historique napoléonienne des deux empires. Donc ça, c'est dans les années 80-90. 1997. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que si je puis dire, les associations et la Fondation Napoléon ont eu des moyens pour développer leurs propos et permettre comme ça à l'histoire napoléonienne de prospérer. Donc il y a un site internet où les gens intéressés, nos auditeurs intéressés peuvent très bien Napoléon.org, oui. Napoléon.org, depuis 87. Depuis 87, ça fait 30 ans. Alors, David Chantrane, vous aussi, vous êtes partie prenante dans cette aventure de la Fondation Napoléon, mais à côté de ça, vous vous occupez aussi d'un certain nombre de magazines. Parce que là, le souvenir Napoléon, le souvenir napoléonien, c'est à la fois Napoléon Ier ou Napoléon III. Oui, c'est ça. C'est les deux empires. Beaucoup, Napoléon III. Je ne voudrais pas qu'on oublie trop. Non. Ce sont les deux empires. C'est l'histoire aussi de la famille impériale. C'est l'histoire de cette période qui va finalement de 1769, naissance de Napoléon Ier, futur Napoléon Ier, jusqu'à la mort en 1873 et même au-delà. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à cette histoire. Et comme vous le disiez, donc effectivement, parallèlement à la revue du souvenir napoléonien dont je m'occupe, il y a les magazines napoléoniens, Napoléon Ier et Napoléon III, qui sont deux magazines en kiosque du groupe de presse Michel Hommel, et qui sont consacrés l'un et l'autre à ces deux périodes et qui s'intéressent, là, le plus récent, donc aux origines de Naboulio. Le précédent, c'était Pierre Branda lui-même qui avait fait l'article sur Napoléon au travail. Donc il y a des articles à la fois précis, synthétiques, et puis on rappelle évidemment toute l'actualité liée à l'étude, à la recherche, aux expositions, aux différentes manifestations, et puis aux différents thèmes qui peuvent être abordés. Mais sur Napoléon III, on arrive quand même. On a beaucoup de choses. Imaginez quand même que Napoléon III, c'est à la fois le personnage, bien sûr, de la saga Bonaparte, dont on a parlé, mais c'est surtout, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, celui qui va faire entrer la France dans la modernité. Il faut bien imaginer qu'à la fin du règne de Napoléon III, pour donner juste un exemple, le nombre de lignes de chemin de fer, donc bien sûr, le mouvement avait été engagé par Louis-Philippe, mais le nombre de lignes de chemin de fer est plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup, des lignes secondaires qui ont été supprimées, mais à l'époque, le maillage de la France est important, mais ça signifie pas uniquement que le chemin de fer, c'est également les voies de communication, les canaux, les routes, les villes, l'aménagement des villes, le bien-être de l'hygiénisme, dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme. Et donc, il y a tout un ensemble de choses. C'est les idées politiques, en fait, de Napoléon III qui ont été appliquées. Des idées politiques de Napoléon III, parce qu'il nous reste un peu de temps. Et puis, il y avait le frère aîné aussi de Napoléon III qui était Carbonaro, qui est allé se battre en Italie. Donc tout ça fait qu'ils avaient quand même une espèce de teinte un peu révolutionnaire, ces deux frères. Napoléon III aussi. Napoléon III, c'est le plus politique des Bonaparte. D'ailleurs, un homme politique au bon sens du terme accompli, parce que je rajouterais que preuve en est du développement économique et du bien-être des Français, juste avant la chute, il gagne tout de même un référendum avec 70% des voix. Beaucoup d'hommes politiques, après 20 ans de pouvoir, je pense, aimeraient bien, à la régulière, parce que les élections avaient été tout à fait sincères, aimeraient bien obtenir de tels scores, j'en suis sûr. Donc effectivement, un homme politique qui a développé des idées de son temps, basé sur le progrès d'abord, le progrès économique devant entraîner le progrès social, pour l'un. Puisqu'il avait écrit l'extinction du paupérisme, parce que c'était là. Il y avait une espèce de teinte un peu socialiste, utopiste, etc. Mais qu'il va tout de même mettre, si je puis dire, en musique sous le Second Empire, où il est persuadé que le développement économique qu'il va favoriser comme jamais. La période du Second Empire est une période d'expansion économique encore plus riche que celle des 30 Glorieuses au siècle suivant, il va accompagner ça d'un progrès social qui va continuer à se diffuser.
qui va commencer à se diffuser et faire de lui un empereur social, un empereur effectivement du peuple, aussi bien vis-à-vis des ouvriers que des paysans, ce qui en fait sa popularité qui reste intacte après plus de 20 ans de règne, ce qui est absolument remarquable. C'est d'ailleurs assez dommage, je dirais, personnellement, je trouve que c'est assez dommage que ce soit terminé comme cela, parce que en 1869, on avait instauré une sorte d'empire constitutionnel, enfin un peu parlementaire, libéral, qui aurait évolué probablement vers ce qui est à peu près la Ve République aujourd'hui. Et je pense que pour la France, avoir plutôt un empereur, enfin quelqu'un, ça aurait correspondu davantage, je dirais, au côté un peu... Vous voyez, Philippe, que vous vous ralliez à l'Empire, parce qu'aujourd'hui, nous aurions Napoléon VII, c'est sûr, sans Oui, alors il aurait peut-être fallu qu'il change de nom, parce qu'au bout d'un moment, on aurait été à court de chiffres. Oui, c'est sûr, mais enfin, vous savez mieux que moi que c'est vrai que les Louis ont presque été jusqu'à 20. Donc c'était une bonne solution, effectivement, je pense, qui aurait réconcilié... Bon, alors après, effectivement, on a tâtonné tout au long du 19e siècle pour arriver à ce qui est à peu près la Ve République, qui arrive à réconcilier un peu toutes les traditions historiques, mais on avait un peu ça avec l'Empire libéral de Napoléon III. Napoléon III, tout à fait. Voilà, en 1869. Un régime constitutionnel, des libertés à nouveau octroyées, qui allait de pair avec l'expansion économique. Donc, sans cette malheureuse guerre franco-prussienne, qui a ensuite eu plus que des conséquences jusqu'à la Première Guerre mondiale, enfin, qui a eu des conséquences absolument terribles. La première et la deuxième, enfin, ça a été tout un chapelet de désastres. Sans cette le guerre, suicide de l'Europe, le début du suicide de l'Europe. Ah oui, complètement. Sans cette guerre franco-prussienne, effectivement, il n'y a pas de raison pour lesquelles le règne de Napoléon III se soit achevé. Lui-même étant fatigué, s'apprêtait à passer la main au prince impérial dans les années sous peu d'années. Donc, je veux dire, le régime n'était plus que consolidé, populaire, économiquement viable. Donc, on ne refait pas l'histoire. Oui, par contre, on peut faire l'histoire en ouvrant des musées. Alors, David Chantran, vous allez nous parler de ce musée de Brienne. Alors, Brienne-le-Château, c'est un petit village du côté de Troyes, exactement, c'est ça, à l'est de Troyes. C'est ce lieu qui a donc été dévolu à Napoléon lorsqu'il est arrivé après Autun pour quelques mois. Il s'installe donc à Brienne en 1779 pour 5 années d'études, où il va faire ses preuves. Alors, il n'y a pas uniquement que la fameuse bataille de Boule de Neige que vous avez tous dans le film, notamment dans le film d'Abel Gans de 27. C'est aussi une formation solide, une formation effectivement apportée par des minimes. Et à Brienne, il va y revenir à 3 reprises, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette première période 79-84 que l'on connaît bien avant d'arriver à l'école militaire de Paris. Il va y repasser à Brienne en 1805, en route vers Milan. Il fait une halte à Brienne, alors peut-être par nostalgie, mais aussi pour se soucier du sort de son école, parce que l'école, on l'oublie, mais en 1799, en pleine fin de révolution au moment du Directoire, l'école ayant été brûlée, dans des conditions un peu particulières, le bâtiment où les écoliers se trouvaient a été rasé, ne reste que le bâtiment des professeurs et des minimes. Donc avec la chapelle et puis le bâtiment central. Et donc en 1805, il souhaite que la ville bénéficie un petit peu maintenant, parce qu'il est devenu empereur et qu'il va être fait couronner roi d'Italie à Milan, il souhaite que la ville en bénéficie. Et il y revient en 1814. Alors là, après donc l'aube, après la gloire, et bien maintenant c'est le crépuscule de sa vie et de sa carrière. La campagne de France, et la première bataille de la campagne de France importante, c'est le 29 janvier 1814 et ça se passe à Brienne. Et il a failli faire prisonnier Blücher à Brienne. Imaginez. Sans Blücher sur le champ de bataille suivant de l'année suivante de Waterloo, la bataille eût été différente. Bref, donc 3 périodes importantes. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est un château? Alors non, il y a toujours le château des Loménies de Brienne. Les Loménies de Brienne, leur château existe toujours sur les hauteurs, et donc dans ce musée, qui est le bâtiment en revanche de l'école militaire, d'ailleurs c'est 34... Donc, il n'est pas dans le château qui est dans... Non, c'est 34 rue de l'école militaire à Brienne, c'est dans la ville. Eh bien, nous avons entièrement, pendant 16 mois, à l'initiative du maire Nicolas Dhuicq, et puis d'une équipe Jeanne Roussel et Angélique Duc, eh bien, avec le scénographe Alexis Patras, nous avons entièrement, pendant 16 mois, restauré, réinventé un peu à partir des 700 objets de collection du musée, très modestes mais avec de très belles pièces, et en particulier
le fameux bicorne de Napoléon de 1814. Eh bien, nous avons organisé. Les bicornes de Napoléon. Il y en a 12 ans. Il y en a 12 dans le monde. Parce il y en a 12 dans le monde. Hein. On sait que les gardiens de musée les vendaient. Non, les vrais. Non, mais là, les vrais, d'accord. Les vrais portés. Hein. Après, le reste, il y a des autres. Mais voilà, dans les 12 qui existent, la Fondation Napoléon le connaît bien, hein, le problème des fameux bicornes. Eh bien, dans ces fameux 12, il y a celui de Brienne. D'accord. Et donc, nous avons fait 4 salles, 4 périodes, 4 thématiques autour de cette vie de Napoléon à Brienne. La silhouette. Et donc autour de la silhouette, c'est toute la vie de Napoléon, c'est la première partie. La deuxième, c'est le stratège. Effectivement, avec la campagne de France, mais également Austerlitz, Wagram, ont montré qu'il a été élève, officier et artilleur, avec des boulets d'ailleurs qui ont été récupérés sur le champ de bataille de Brienne en particulier. La troisième partie, c'est le réformateur. On oublie effectivement les 200 principales réformes de Napoléon, Légion d'honneur, Code civil, baccalauréat, préfecture, donc on va au-delà etc. de simplement évidemment son séjour à Brienne. Exactement. Et la quatrième partie, l'intime. On rappelle effectivement Brienne, mais on va jusqu'à Sainte-Hélène et on montre bien que finalement Napoléon, c'est un tout et qu'il y a bien sûr la saga des Bonaparte, mais que Napoléon lui-même avait raconté que Brienne avait beaucoup compté. C'est pas uniquement que on n'est pas ethnocentré d'une certaine manière. Napoléon, lorsqu'il était à Sainte-Hélène, dira « Je suis plus champenois que corse ». Est-ce que on pourrait peut-être rappeler cette anecdote? Est-ce qu'il a vraiment écrit Sainte-Hélène, petite île de l'Atlantique, dans un de ses cahiers? Ah, ça, l'histoire est belle. L'histoire est belle, mais elle est un peu fausse. Elle est un peu fausse. Elle a été reprise. Ouais. Alors Sainte-Hélène, on pourra peut-être terminer là-dessus. Sainte-Hélène est une île qui aujourd'hui s'ouvre puisqu'il y a une liaison aérienne. Oui. Et est-ce que l'un et l'autre vous êtes allés à Sainte-Hélène par le bateau? Non. Ah, par le bateau, moi, oui, par le bateau. En 2005 avec Jean Tullard, oui, et Jacques-Olivier Boudon. J'y suis allé, effectivement, c'était un beau périple à faire, 6 jours de mer, c'est quand même, ça compte, hein, depuis le Cap, mais aujourd'hui, effectivement, la liaison est ouverte. Oui, vous pensez y aller? Oui, au mois d'octobre, en avion, donc, évidemment, par la ligne aérienne qui va ouvrir. Après la mort donc du prince impérial en 1879, après la mort du prince impérial en 1879, en Afrique du Sud, on passe à la branche, donc la dernière branche, je dirais légitime de la famille, qui est la branche de Jérôme. Donc on a là aussi à ce moment-là une bagarre, je dirais, entre deux prétendants, donc entre le prince Napoléon Jérôme, qu'on appelle Plomplon, et puis son fils. Victor, oui, effectivement, parce que le Plomplon a été plus ou moins un adversaire, pas tellement de son cousin Napoléon III, mais de l'impératrice Eugénie, et par conséquent deviendra de son fils le prince impérial. Donc leur entente, leur mésentente plutôt, est quasiment publique. Et avant de partir pour l'Afrique du Sud, le prince impérial rédige un testament dans lequel il désigne non pas Plomplon comme son successeur, mais son fils Victor. Dans ce testament. Alors au départ, quand le testament est ouvert, il est un peu ignoré. Plomplon est tout de même intronisé comme prince Napoléon, mais je vais dire au fil du temps, à cause des positions de cet héritier, c'est Victor qui revient. Alors l'impératrice Eugénie en plus soutient Victor. C'est un peu plus compliqué, mais je veux dire Victor est au courant de ce testament et on lui fait savoir. Il y a un parti en faveur de Victor qui se crée. Les deux hommes vont s'affronter et au final c'est Victor qui va l'emporter et devenir le prince Napoléon à la place de son père. Donc il y a déjà une brouille quand même. Il y a un peu deux partis qui se sont affrontés. Ce qui va rendre un peu difficile d'ailleurs toute idée de restauration impériale, puisque même déjà la mort du prince impérial avait quand même donné un coup d'arrêt important à la possibilité d'avoir une restauration impériale. Oui, c'est sûr que cette brouille ne va pas arranger les choses. En plus, à partir de même lorsque le prince impérial était vivant, les bonapartistes, les succès aux élections sont de plus en plus rares et ils perdent de l'influence en France. En plus, avec ce schisme, cette véritable dispute, entre ces deux partis, cette division va miner le parti bonapartiste et de division en division, ils vont de plus en plus édulcorés jusqu'à disparaître en fait comme d'ailleurs les royalistes c'est la même parallèlement. C'est la même. Est-ce
est-ce que, David, vous pourriez nous parler donc de ce prince Victor Napoléon, parce qu'il va épouser, lui, une princesse, Clotilde de Belgique, mais dans des conditions un peu Clémentine, difficiles. oui. Clémentine. Oui, dans des conditions un peu difficiles, parce que on ne souhaite pas que ce mariage se fasse. Ils vont se marier d'ailleurs très tardivement. Et de ce mariage, eh bien, Victor va aussi prendre conscience d'un certain nombre de choses, en particulier politiques, parce qu'il se rend compte que en ouvrant vers la Belgique, il faut aussi faire attention. Il faut se rappeler que donc effectivement la loi de proscription interdit de revenir sur le territoire français, et que les Belges souhaitent quand même avoir des relations plutôt apaisées avec la France. Donc il ne faudrait pas non plus que Victor bouge de trop. Donc d'une certaine manière, il est tenu aussi par son mariage à avoir un certain devoir de réserve. En 1886, donc il y a une loi de la Troisième République qui exile les chefs de famille et les héritiers des. Vous connaissez tous bien sûr les comtes de Paris, mais aussi le prince Napoléon, qui sont donc tous les deux touchés. Et donc on a dit, il faudra attendre donc 1949-1950 pour que cette loi soit proscrite, donc soit annulée. Et donc d'une certaine manière, il faut se réinventer, il faut créer une autre dimension. Elle ne soit pas uniquement politique, mais qu'elle soit aussi traditionnelle, qu'elle soit aussi morale, qu'elle soit aussi politique, mais dans le sens plus large des choses. Et donc quand on parlait tout à l'heure de Sainte-Hélène, eh bien ce sont ces lieux-là qu'il faut ensuite valoriser, qu'il faut mettre dans une autre dimension. Rappelez-vous que Sainte-Hélène, c'est à 2500 km des côtes africaines, 3500 km des côtes du Brésil, et donc il faut inventer avec ces lieux de culte une autre façon d'inventer l'histoire. Donc c'est ça que Victor va vouloir faire, c'est-à-dire qu'il transforme une idée qui était politique dans un premier temps, le bonapartisme, il la transforme en une idée napoléonienne, c'est-à-dire une composante importante de l'histoire de France. On a l'impression que effectivement la dynastie impériale a compris plus vite que la dynastie royale que l'option politique n'était plus. Ils sont modernes. Ils sont modernes. Alors, ils sont modernes. Je voudrais rajouter que si la branche, on va dire, de Jérôme ne va pas régner en France, en revanche, sa descendance américaine va lui prendre des responsabilités ministérielles. Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, puisque Jérôme a eu une première épouse américaine, Elizabeth Patterson, de laquelle il va se séparer à cause de Napoléon, qui va vouloir le remarier avec Catherine de Wurtemberg, mais il aura un fils, lequel fils aura lui-même un fils surnommé Charlie Bonaparte, qui va être le dernier Bonaparte à avoir des responsabilités à un haut niveau gouvernemental, puisque ce Charlie Bonaparte va devenir attorney général du président Roosevelt, Theodore Roosevelt, en 1908. Et va être celui qui va fonder la police judiciaire américaine contre l'avis du Congrès, et qui va aussi, on l'ignore, faire appliquer la loi Sherman antitrust et dissoudre l'Empire Rockefeller. Donc on a eu Bonaparte contre Rockefeller. Et il a fondé ce qui est le FBI aujourd'hui. La police judiciaire qui va devenir le FBI. Alors à l'époque ça a été compliqué parce qu'on a cru qu'il allait devenir une sorte de Fouché moderne, que les parlementaires ont cru que ça deviendrait une police politique comme avait pu la créer Fouché. Et donc il y a eu des réticences. Il est passé outre. C'est un peu son 18 Brumaire à lui, donc vous voyez, qui répètent, si je puis dire, leurs ambitions et leurs coups de force, et il va passer outre avec Roosevelt et créer cette police qui aujourd'hui est le FBI, dont beaucoup de séries télévisées évoquent l'action d'aujourd'hui, et qui est la police judiciaire. Il y a une autre branche, Bonaparte-wise aussi, je crois, qui descend de Lucien. Oui, parce que d'une fille de Lucien. Voilà, qui est une fille de Lucien. Voilà. Et donc alors actuellement aux États-Unis, il y a encore des Bonaparte de ces deux branches là, qui s'appellent Bonaparte. Alors Bonaparte-Patterson, il n'en a plus. Il y a une descendance par les filles. Je veux dire, il y en a plus non plus. Elle est en France, et Bonaparte-Weiss non plus. Mais il y a des traces, plus que des traces des Bonaparte aux États-Unis. Et c'est ce qui est fascinant dans leur histoire, c'est qu'on en trouve des traces des Bonaparte de cette histoire, pas seulement en France, mais en Italie, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, de partout, parce que c'est une histoire internationale en vérité. Voilà, je pense qu'on va
Oui, juste une dernière chose pour montrer aussi ce que disait tout à l'heure Pierre, c'est que cette popularité des Bonaparte et de Napoléon en particulier, elle est liée à tout cela. C'est-à-dire qu'à la fois maintenant ils dominent le monde par des actions, notamment aux États-Unis, mais le nom même de Napoléon et son destin incroyable fascine. Et fascine à la fois en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, parce que c'est le self-made man, l'homme qui s'est fait lui-même et qui partit de Corse. On parlait tout à l'heure d'Ajaccio, de 3000 habitants, a quasiment dominé l'ensemble du monde de l'époque, de cette époque du 19e siècle. En 1808, 1810, il est au fait de sa gloire et il est revenu ce qu'il n'était, en fait, à Sainte-Hélène, c'est-à-dire le plus bas qui soit. Et donc, d'une certaine manière, cette fascination, ce destin incroyable, fait de lui peut-être le personnage de l'histoire le plus incroyable qui soit. Très bien, écoutez, je vous remercie à tous les deux, Pierre Branda et puis David Chantran. Pierre Branda qui nous a donné il y a peu de temps, donc chez Perrin, la saga des Bonaparte, où vous allez retrouver tous ces personnages hauts en couleur de la descendance de Madame Laetitia et de Monsieur Charles Bonaparte. À très bientôt, donc dans un mois, pour un nouveau Libre Journal. Au revoir. Lumière de l'Espérance, dirigée par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 1er février 2018 et diffusée pour la première fois dimanche 4 février 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.